Bonjour à tous, merci d'être venus. Du coup, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Guillaume Oquet, je suis responsable de l'antenne Flupa de Lille. On a prévu une petite soirée autour du jeu vidéo avec l'équipe, donc Karine, Angie, Benoît et Kevin, qui vous a gentiment accueilli tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va être parti pour normalement 1h30, quelque chose comme ça. Il y a Alexis qui vous... Pardon, je vais commencer par le programme. On va commencer par une petite présentation d'Ypon, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui. Je ne sais pas où t'es, Margot. Pardon. Du coup, une petite présentation d'Ypon, une petite présentation de Flupa. Ensuite, Alexis nous présentera un petit peu des exemples d'UX dans le jeu vidéo qui sont intéressantes, à voir comment vous pouvez vous en inspirer pour vos travaux de tous les jours. Et ensuite, Richard vous présentera... Richard vous présentera 2 postes adaptés pour les personnes en situation de handicap et il vous expliquera un petit peu la démarche qui a été mise en place pour adapter ces systèmes-là. C'est à peu près ça ? Parfait. Et après, il y aura un petit moment pour échanger tous ensemble, se connaître un peu plus et une petite collation offerte par Ypon. Voilà. Je te laisse. Merci. Donc du coup, déjà, bienvenue chez Ypon. Donc nous, on est une société de conseil. On est 650 à peu près, dans 3 continents, donc en France, en USA, et en Australie. Et du coup, on est présent dans les grandes villes en France, donc Lille déjà, Paris, Marseille et du coup d'autres. Et du coup, on est 6 practices. Donc nous, les practices, ce que c'est des compétences qui sont rassemblées. Et donc, on a notamment le software engineering, donc en gros tout ce qui est développement, le data, la moderne architecture, la PAD, donc c'est tout ce qui est produit agile et design, et le mobile. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est tous rassemblés autour du sport. Donc Ypon, c'est par rapport au judo. Et en fait, notre CEO, du coup, Stéphane Nomis, était judoka. Et du coup, donc on est vraiment tous reliés autour des valeurs du sport, donc la performance, l'esprit d'équipe, le partage, la collaboration, le dépassement de soi et l'excellence. Et on dit souvent que tout seul, on va loin, mais ensemble... Non. Le live. Non, tout seul. Bref, on dit souvent des choses, mais j'ai perdu les mots. Bref, dans tous les cas, donc voilà... Donc on est très en rapport avec le sport et c'est hyper important pour nous d'être excellents et d'être ensemble, surtout d'être collaboratifs. On est engagé sur plusieurs fronts. Donc on a un mentorat qui s'appelle Black Belt, donc pour nos collaborateurs, et qui permet à chacun de se former sur différents sujets. Donc moi, actuellement, je suis sur ma Belt UX. On a la fondation Ypon, donc, qui permet de lutter contre la fracture numérique. Et vous pouvez voir le super kakémono qui est ici. Et on a 2 collectifs, donc Go for Good, qui permet de s'engager côté environnement et RSE. Et Go for Women, donc pour représenter les femmes dans la tech. Et leur permettre de s'exprimer un peu plus. Et côté design, donc du coup, donc nous sur la practice vraiment côté design, on est une quinzaine, du coup dans toute la France. Donc on est à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon et à Lille et sans doute ailleurs. Et on travaille avec différents types de clients, donc comme le Galeries Lafayette, Engie, la FFR, la Société Générale. Et donc à Lille, on est une petite équipe, mais on se développe et on est toujours à la recherche de pépites. Donc si jamais Ypon vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci à toi. Je vais passer rapidement sur Flupa. Donc l'association Flupa, on essaie de promouvoir un petit peu tout ce qui est expérience utilisateur. Donc c'est plutôt dans le monde francophone. Donc c'est une association de professionnels entre guillemets ou de gens qui s'intéressent à tout ce qui est expérience utilisateur. Donc on a 15 antennes aujourd'hui dans 4 pays différents et on a plus de 4500 personnes sur notre newsletter, ce qui fait un peu de monde. On organise différents événements comme ici, des conférences, on fait aussi des apéros, des projections de documentaires.
des ateliers aussi de temps en temps. Donc n'hésitez pas à soit vous inscrire à la newsletter, où on verra après comment vous pouvez faire avec le QR code. Mais en tout cas, si vous voulez être au courant des sujets qui sont intéressants en UX en ce moment, ce que dit la communauté, vous pouvez suivre ce qui se passe dans les différentes antennes. Chaque année, le gros événement Flupa, c'est les UX Days. Cette année, c'était en juin, oui c'est ça, juin ou en mai. Toutes les vidéos sont dispo sur la chaîne YouTube de Flupa. Donc si vous voulez voir toutes les conférences, il n'y a pas les ateliers malheureusement, mais vous avez toutes les conférences avec les sous-titres. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez voir comment ça se passe. Et tout ce que je viens de vous présenter est possible grâce aux adhérents. Donc je vous invite à devenir adhérent. Ça permet de soutenir l'association, ça permet aussi d'orienter les choix, puisque vous avez un droit de vote au conseil d'administration, enfin ou un droit de vote dans les assemblées générales, pardon. Et ça vous permet aussi de bénéficier des billets un peu à l'avance et à des prix un peu moins chers qu'au prix public. Donc n'hésitez pas. Et pour être au courant de tout ce qu'on fait, vous pouvez suivre le LinkedIn, le Facebook, le YouTube, enfin la chaîne YouTube, pardon. Et si vous voulez échanger avec toute la communauté, vous avez un Slack sur lequel vous pouvez poser plein de questions. Il y a, je sais plus combien, il y a des milliers de personnes inscrites dessus. C'est foisonnant. Il y a vraiment, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question, il y a souvent, ça mène à des débats endiablés et intéressants. Donc n'hésitez pas si vous voulez soit être au courant des sujets, soit découvrir des sujets. C'est toujours hyper intéressant. Et j'en terminerai avec celle-ci. Si vous voulez suivre ce qu'on fait spécifiquement à Lille, on a une newsletter sur laquelle on envoie les présentations après les événements, pour être au courant des événements futurs, des vidéos si c'est possible. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais ce soir c'est filmé, grâce à Ypon. Donc on partagera une fois que la vidéo sera disponible. Et maintenant, je laisse la place à Alexis, si tu es prêt. Bien sûr. C'est parti, je te laisse. Et merci à vous. Et ben ça commence bien, je suis au bon endroit. En termes de voix, si vous ne m'entendez pas, vous faites un petit signe comme ça. Je sais que j'ai la voix qui porte assez bien normalement, donc ça devrait le faire. Bienvenue dans cette conférence qui s'est intitulée beaucoup de choses. La grande idée que je veux vous faire passer, c'est que on peut s'inspirer du jeu vidéo pour créer des expériences plus fluides et plus marquantes. Moi, c'est Alexis, je suis freelance chez Alex in Colors, donc je fais ce que j'appelle du design éthique, accessibilité, éco-conception, inclusivité, et j'interviens sur toutes les étapes du process de design, que ce soit en tant que concepteur, que ce soit en consulting ou en tant que formateur. Je sais que j'ai des gens qui viennent de chez Ankama, par exemple, dans l'assemblée. J'ai fait beaucoup de jeux et de jeux vidéo dans ma vie, mais je n'ai jamais travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ce que je vais dire, ça reste probablement un peu théorique, mais c'est pas grave, parce que ça reste intéressant. Si jamais ça vous intéresse, le jeu dont je suis le plus fier s'appelait Carpe Diem, et c'est deux poissons qui doivent esquiver des toilettes en rythme. Bref, j'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai fait un bachelor en game design, donc c'est la conception de jeux vidéo, et en fait, pendant ces études, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelait des matières transverses, et du coup, en fait, je travaillais sur des projets de design, avec des designers en tant que game designer. Et même si des fois c'était un peu à l'arrache, genre là on n'avait pas de machine, donc il fallait s'allonger sur les planches pour les découper, mais c'est pas grave, je me suis rendu compte que en fait faire du jeu vidéo c'était pas ce qui allait m'alimenter dans ma vie, et je me suis retourné vers le design, et sur mon tout premier projet de design que j'ai fait, c'était un projet pour apprendre la gestalt aux gens, et ça devait être un produit. Et en fait je me suis servi de principe de game design pour designer mon produit. Je me suis dit mais attends, il y a peut-être un truc. Pendant mes études, j'ai fait des présentations avec des prototypes interactifs. C'était pendant le confinement, donc on n'avait pas les grands amphis et machins. On s'est dit, on a présenté nos interviews sous forme de prototypes interactifs. On s'est dit, attends, il y a quelque chose, etc. Bref, tout ça pour vous dire que oui, je n'ai jamais bossé dans une entreprise de jeux vidéo, mais c'est pas grave, je vais parler de principes de conception de jeux vidéo. Au programme, d'abord, on va voir une définition très rapide de deux métiers du jeu vidéo qui sont importants pour la suite, puisqu'on va parler de level design, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, on va parler de l'erreur utilisateur, et on va terminer sur un peu d'accessibilité, comme ça je ferai le lien avec la suite de cette conférence. Si vous bossez dans le jeu vidéo, ne m'écoutez pas parce que va y avoir plus de raccourcis que dans Mario Kart.
Je ne vais pas baser mon analyse sur Super Mario Bros, mais je vais baser mon explication des métiers sur cet écran. L'écran de Super Mario Bros, vous incarnez Mario qui est là-bas, vous devez avancer vers la droite et vous devez sauter sur les ennemis, sinon si vous les touchez, ils vous tuent. Tout le monde est à peu près à l'aise avec le principe de Mario, j'espère. Je vais vous présenter ces métiers au travers de la boucle d'interaction que j'ai eue pendant mes cours d'ergonomie, qui est celle de Tatiana Villela dos Santos. Donc c'est simple, il y a un contrôle qui communique avec la machine. La machine dit à l'écran ce qu'il doit rendre. L'utilisateur reçoit les informations de l'écran, les interprète et appuie sur les contrôles pour dire à la machine qu'il faut faire autre chose, etc., etc. Une boucle d'interaction, je pense, assez simple. Si je caricature, je prends des pincettes sur des pincettes, le game designer, il va décider de ce qu'est le jeu. Le game designer, il a dit, Mario, il doit aller sauver la princesse. Pour sauver la princesse, il passe dans des niveaux, et quand il arrive à la fin du niveau, il passe au niveau d'après. Quand il touche un Goomba, il meurt. Donc, le game designer va être très centré sur la relation entre le contrôle et l'utilisateur. Le level designer, et là où la nuance est un peu bizarre à comprendre, mais il va décider de ce qu'il fait. C'est le level designer qui dit on va mettre un Goomba très loin du joueur sur le tout premier écran, comme ça il a le temps de le voir arriver et de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, le level designer va créer les niveaux, ce avec quoi va interagir le joueur, et il va être beaucoup plus basé sur ce que l'utilisateur peut interpréter. Si je schématise, en gardant toujours ma petite boucle, vous voyez que chacun chez soi, les hippopotames seront bien gardés. On peut dire qu'on a l'utilisateur au milieu, le game designer il dit le joueur peut déplacer Mario vers la droite pour avancer dans le niveau, et le level designer il dit on va faire commencer Mario à gauche de l'écran, comme ça les gens, instinctivement, ils vont penser à aller vers la droite. Ça, c'est la différence entre le game design et le level design. Du coup, si je retranscris un peu ça dans l'UX UI, ça veut dire que, en fait, on mettrait notre utilisateur au centre. L'UX designer, il s'occupe de la relation contrôle-utilisateur. Donc, il dit l'utilisateur peut déposer une annonce. Et l'UI designer, il se concentre entre l'utilisateur et l'écran, et il dit le bouton est mis en avant sur une bannière. Vous allez me dire, Alexis, tu te fous de ma gueule. Effectivement, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, on le sait très bien. C'est beaucoup plus flou, en fait, quand on est dans l'UX UI, notamment d'interface, web et applicative. En fait, l'UX designer, il va aussi dire que le bouton, il est mis en avant dans une bannière, mais l'UI designer, il a quand même un côté utilisateur, parce que s'il met un mauvais taux de contraste, si c'est moche, je veux dire, il a un impact sur l'utilisateur. Donc, on peut pas non plus les dissocier. Bref, c'est un petit peu compliqué, et c'est pas très important. Ce que je voulais dire, c'est que un game designer, un level designer, finalement, ça revient à un UX designer. C'est quelqu'un qui va penser l'expérience que va vivre le joueur. Par contre, le game design, c'est de l'UX. L'utilisateur va pouvoir acheter des palmes. Le level design n'a pas vraiment d'équivalence dans les métiers du web et de l'application. Je caricature un peu, vous allez me dire qu'il y en a, mais c'est pas grave, c'était pour vous introduire le sujet du level design, que j'ai nommé « Comment éviter l'effet Société Générale ». Fallait pas racheter le Crédit du Nord, les mecs. Vous arrivez au boulot le matin. En plus, ici, vous arrivez à Lille, donc il fait moche, il y a du monde. Bref, c'est Lille, quoi. Je caricature. Vous arrivez, je suppose que vous avez de superbes machines à café, j'en doute pas une seconde, vous prenez votre petit café, et là, votre patron débarque et dit « T'as fait les slides pour la veille !» C'est insupportable, on est d'accord. Vous arrivez, vous voulez prendre votre petit café, et après, on commence à travailler tout doucement. Je vous présente la Société Générale qui s'est dit, nous on a une idée de génie, quand l'utilisateur il ouvre notre application, avant qu'il ait vu l'application, on lui explique comment utiliser l'application, par-dessus l'explication de comment utiliser l'application alors qu'il n'a pas vu l'application, en fait on va lui mettre des informations, pas encore par au-dessus, et évidemment ils n'ont pas pensé au contexte utilisateur, j'étais en train de regarder une vidéo, j'avais Messenger, bref. On crée une surcharge cognitive immédiate, pourquoi ? Parce que on n'a pas pris en compte le contexte utilisateur, et surtout on décharge toute l'information d'un coup. Le but de cette partie, ça va être de nous inspirer du level design pour voir comment on va distiller beaucoup mieux l'information. Dans mes cours de level design que j'ai eu il y a maintenant relativement longtemps, malgré tout, on m'avait dit que le level design, ça s'organisait en TLPM, Tease, Learn, Practice, Master. J'ai vu d'autres cours sur Internet où les gens disaient ça, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc qui fait du tout sens pour tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ce principe et je le trouve très applicable. On va voir chacun des points les uns après les autres en utilisant Dark Souls. Ici, vous êtes dans la cinématique d'introduction d'un jeu vidéo et
vous voyez un petit bonhomme sur le côté, mais vous êtes dans une cinématique. Vous ne pouvez pas interagir. On est dans la phase de tease. On informe l'utilisateur que cette interaction existe, mais on ne lui demande pas d'interagir avec. Ensuite, on passe en phase de learn, la phase d'apprentissage de l'utilisateur. Et il y a une notion très importante en level design, c'est que de 1, le GIF doit être noir, mais de 2, l'utilisateur doit être dans un environnement où il ne peut pas échouer. Par exemple ici, j'apprends à attaquer le monstre, je le tue, etc. Bon, ça se passe bien, je suis en train d'apprendre. Mais là où c'est vraiment très intelligent, c'est qu'en fait, je peux faire des cercles devant le monstre, il ne m'attaquera jamais. Je suis dans un environnement protégé. On m'apprend à interagir. Il ne peut pas y avoir de défaite à mon interaction. Ensuite, on va demander aux joueurs de pratiquer. Dans un jeu vidéo, ça va être les ennemis commencent à vous attaquer avec des attaques relativement simples et il faut que vous appreniez à vous défendre. Et ensuite, on a la maîtrise. Alors là, bon, j'ai pris l'exemple de Dark Souls, donc il y a 14 monstres qui viennent m'attaquer en même temps, ils me balancent des boules de feu et c'est n'importe quoi. Mais une fois que le joueur a suffisamment, ou que l'utilisateur a suffisamment pratiqué une interaction, là, vous pouvez le mettre en situation de difficulté. Mais ce sont 4 étapes très distinctes et elles doivent être séparées et mappées. Pourquoi je vous présente le TLPM? C'est simple. Si vous avez une interaction, transformer un fichier en PDF, vous pouvez vous amuser à utiliser le TLPM pour vous dire, d'abord, on va informer l'utilisateur que ça existe, peut-être en amont de l'ouverture d'une application sur le site web. Ensuite, on va lui demander de pratiquer avec un faux document qu'il ne peut pas supprimer si jamais il se trompe. On va le laisser pratiquer et ensuite, on va mettre en place des raccourcis qui vont lui permettre de maîtriser totalement son interaction. Ce sont les 4 étapes pour distiller une information. Ouais, je sais, la blague est encore plus drôle la deuxième fois. Non, bien évidemment, c'est pas linéaire, puisqu'en fait, vous avez plein d'interactions que vos utilisateurs doivent faire. Et en fait, ce qu'on m'a appris dans mes cours de level design, c'est que les différentes phases doivent se suivre et s'enchaîner. Pendant que je suis en train d'apprendre comment je frappe un monstre, juste de l'autre côté du mur, je vois un gros monstre, donc un boss, un ennemi plus puissant. Donc on me tease l'existence de monstres très puissants. Juste après que j'ai pratiqué le fait de me battre contre des monstres, on m'apprend que les boss existent. En fait, c'est une phase où on arrive contre le boss, mais on ne doit pas vraiment se battre contre. On doit s'enfuir, etc. Et ainsi de suite. Et en fait, moi, ce que je vous suggère, c'est de mapper toutes ces choses que vous voulez que l'utilisateur comprenne et qui sont complexes. On ne parle pas de cliquer sur le bouton sauvegarder pour sauvegarder, ça je pense que ça va, il n'y a pas trop besoin de TLPM. Mais si vous êtes dans des situations plus complexes, pour chacune de vos interactions, vous pouvez vous amuser à faire une sorte de tableur. Oui, je sais, c'est long, mais croyez-moi, ça va faire en sorte qu'en fait votre flot d'informations, il sera beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que quand le joueur apprend, il n'est pas surpris de ce qu'il apprend. Il l'a déjà vu auparavant. Quand le joueur utilise, il n'est pas dépourvu puisqu'il a appris auparavant dans une situation sans échec. Et surtout, ça laisse l'utilisateur avancer à sa vitesse. Vous voyez bien que le premier monstre, j'ai pu faire 12 cercles devant lui, on m'a pas dit, j'ai pas eu une fenêtre qui m'a dit « mais tu te rends compte, il faut appuyer sur telle touche pour attaquer ». Non, on m'a laissé prendre l'information à mon rythme. Ça va vous permettre, si ça vous intéresse, je pense aux gens qui bossent sur des applications, de mesurer l'apprenabilité. J'ai pas le temps de faire tout un discours sur l'apprenabilité, mais vous aurez les slides et donc le lien vers ce qu'est l'apprenabilité. Une deuxième notion de level design, sur laquelle je vais passer beaucoup plus vite, mais juste parce que j'aime bien évangéliser là-dessus, c'est la notion du flow. C'est pas le flow en psychologie, c'est le flow dans les jeux vidéo, théorisé par Genova Chen. Et le flow, ça dit quoi? Le flow, ça dit que si le challenge, il est à peu près équivalent à mes compétences, je vais être dans une zone de flow. Vous savez, c'est ce moment où vous commencez à bosser et en fait, 1h30 plus tard, votre téléphone sonne, vous vous rendez compte, mince, ça fait 1h30 que je suis dessus, je m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est ce que Genova Chen appelle le flow. Ce qui est marrant, c'est que évidemment, chaque utilisateur va avoir son propre flow. Il y en a qui sont à qui il faut mettre plus de challenge, d'autres moins. Mais c'est votre rôle en tant que designer de toujours faire converger les utilisateurs vers une notion de flow. Voilà, c'était juste pour évangéliser là-dessus. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est de penser au level design. J'ai un peu l'impression, même quand on fait un peu de la hiérarchie de l'information ou quoi, qu'on ne se concentre pas sur quelle information est apportée à quel moment. Est-ce que cette information fait sens? Est-ce que l'information a le temps d'être digérée? Et pour ça, vous pouvez utiliser le TLPM pour mapper vos expériences plus complexes.
Et si jamais vous voulez éviter l'ennui, ce qui en général est une bonne chose, vous pouvez vous baser sur la théorie du flow, parce qu'en vrai c'est un modèle très simple et qui fonctionne bien, plutôt que d'essayer de le mesurer plus en détail. Si jamais ce que je raconte ça vous intéresse, à chaque fois, pour chaque partie vous aurez des ressources. Vous aurez des ressources en anglais qui parlent de tutoriels et de puzzle design. Vous allez me dire, Alexis, on veut pas que nos utilisateurs résolvent des énigmes. Bah, c'est un peu ce qu'ils font, donc vous allez voir que tout ce que raconte Jolie Menzel a un sens finalement quand on est designer UX. Et pour les personnes qui préfèrent le français, il y a Esquive la boule de feu, bon, c'est 2h30, 3h je crois, donc faut se mettre dedans. Et sinon, Game Next Door, une très bonne émission de vulgarisation du jeu vidéo dans le web francophone. Je parle pas trop vite, je parle assez fort, ok, on enchaîne. L'effet maman poule, qu'est-ce que j'appelle l'effet maman poule? C'est le fait de ne pas vouloir laisser vos utilisateurs se tromper. Non, faut pas reboot la caméra, tout va bien. Dans Mario, lorsque le champignon s'approche de moi et qu'il me touche, je meurs. On ne peut pas le savoir. Alors à l'époque, il y avait des livrets de règles, mais je pense que j'étais le seul enfant à lire les livrets de règles quand j'étais petit. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'utilisateur avant qu'il ait cette information? Absolument rien. C'est le gif de singe avec des cymbales d'Homer Simpson. Le joueur ne sait pas ce que ça fait de toucher un Goomba. Il voit que toucher le Goomba fait quelque chose, donc son cerveau commence un peu à réfléchir, et son cerveau tire la conclusion logique, toucher le Goomba, tue Mario. Il n'y a pas besoin de mettre un texte à l'écran qui dit « esquivez les Goombas ». On laisse le joueur mourir dans le jeu, par pitié, ne tuez pas vos utilisateurs, mais on le laisse faire. Et en fait, alors source t'inquiète mon pote, parce que j'ai pas réussi à retrouver les stats, je suis désolé. Mais en fait, dans pas mal de cas, et on va voir les cas pour lesquels c'est pas le cas juste après, mais il faut laisser l'utilisateur se tromper. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace pour forger un modèle mental. Attention, si vous voulez que votre utilisateur se trompe pour qu'il apprenne, il faut qu'il soit capable d'identifier pourquoi il a échoué. C'est bête, mais quand vous avez un champ de formulaire qui vous dit incorrect, vous n'êtes pas plus avancé que ça. Comment ne pas répéter l'erreur? Si on se rend compte une fois que, par exemple, le E accent aigu ne fonctionne pas, il faut qu'on me dise non, tu ne peux pas utiliser les E accent aigus dans cette application. Et surtout, et le point le plus important, il ne faut pas que cette erreur soit grave. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai plus de nom d'effet, mais on va juste appeler ça l'erreur utilisateur grave. Vous avez déjà actualisé une page, vous étiez en train de faire des achats sur Amazon, chez Nike, je ne sais pas combien de marques je dois citer pour que ça ne soit pas copyrighté, mais et vous appuyez sur le bouton envoyer, là, est-ce que vous voulez être sûr de renvoyer ce formulaire? Vos informations vont peut-être être effacées. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai OK ou annulé, mais du coup si j'annule, le formulaire n'est pas envoyé, enfin bref, insupportable. Je vais vous montrer une petite vidéo, donc j'espère qu'on a le son, j'ai oublié de le préciser avant. On va voir. Non, en vrai, le son n'est pas très important. Eh ben, ça tombe bien, on ne l'a pas. Oups. Désolé, j'ai voulu utiliser un raccourci clavier, il n'a pas aimé. Hop là. Je joue à un jeu qui s'appelle Dishonored. Là, c'est réellement moi qui suis en train de jouer. Je monte sur une petite plateforme. Pourquoi les raccourcis clavier ne fonctionnent pas? Alors, c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. Donc, je monte sur cette petite plateforme. Je désactive une porte et j'ai oublié de vous dire, mais Dishonored est un jeu d'infiltration. Il y a des ennemis dans ce bâtiment qui ne doivent pas me détecter. Vous me voyez courir à travers les couloirs et vous vous dites, bah, Alexis, tu as une drôle de notion de la discrétion. Déjà, oui. Et ensuite, j'ai déjà tué tous les ennemis, donc je pense ne pas pouvoir faire d'erreur à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je cours, je suis le petit point pour sortir du bâtiment, je dérape, et là je casse la porte, et vous avez des petits éclairs rouges. Ça, c'est tous les mecs qui viennent de dire « Attends, il y a un mec qui a pété la porte là ». Donc là, je suis totalement repéré, je suis mort. Sauf que, réflexe de joueur, c'est là le chargement rapide. Il y a une touche qui permet de sauvegarder très régulièrement, c'est un peu le contrôle S, mais il y a un truc qui permet de revenir à la dernière sauvegarde. Donc j'appuie sur ce bouton, et là, c'était fait exprès, c'était pour voir si vous suivez. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais du coup, j'avais sauvegardé pile
pile au moment où j'ai cassé la vitre et où tout le monde a été alerté. Je vous laisse imaginer que mon cœur n'a fait qu'un seul tour. Et donc là, je prie. Et mes prières sont exaucées. Donc s'il y avait le son, vous m'entendrez dire pitié, pitié. Je vois qu'il y a une sauvegarde automatique et qu'elle est en fait seulement 6 secondes plus tôt. Je la load et miracle, après un bon petit temps de chargement, j'ai perdu 6 secondes de temps de jeu. C'est ridicule, c'est absolument rien. Où est-ce que je veux en venir avec cet exemple? C'est que rien ne forçait les développeurs, et alors par contre quand je veux changer de slide, tu me le fais pas. Rien ne forçait les développeurs à mettre des sauvegardes automatiques très fréquentes, mais toute personne ayant utilisé un logiciel Adobe sait à quel point ça serait bien. On va parler de préservation du travail utilisateur. L'INPI est un excellent exemple. Alors, pour les personnes qui n'ont pas la malchance de connaître l'INPI, c'est pour les formalités d'entreprise administrative. Eh bien, en fait, vous voyez que j'ai des petites formalités de modification, parce qu'à un moment, je croyais que j'avais fait une bêtise en déclarant mon auto-entreprise, mais en fait, ce n'était pas le cas. Et si je clique dessus, j'ai toutes les étapes, toutes les informations que j'avais renseignées à l'époque, tout a été sauvegardé, alors que j'ai fait cette démarche il y a 6 mois. Qu'a fait l'INPI, en fait? L'INPI a protégé mon travail utilisateur. Et ça, c'est une notion vitale. Certes, on veut que l'utilisateur se trompe, mais on ne veut pas qu'il perde du travail. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le travail? Ça va dépendre de ce sur quoi vous bossez. Mais si je passe 2 heures à faire une maquette sur Figma et que d'un coup, Figma me dit « Ouais, il y a une erreur, on retourne à la version de la veille », c'est de la destruction du travail utilisateur. Donc, par pitié, surtout si vous faites des logiciels, sauvegardez le travail utilisateur vous-même. Tout le monde n'a pas le réflexe du CTRL S, le raccourci pour sauvegarder, pour les personnes qui ne l'auraient pas du tout. Demandez toujours la confirmation en cas de suppression. Et surtout, permettez d'annuler, c'est-à-dire que le comportement par défaut, typiquement sur Windows et Mac, quand on supprime un fichier, c'est pas de le supprimer, c'est de le mettre à la corbeille. Pourquoi? C'est pour pas que vous fassiez supprimer, oui, parce que vous avez l'habitude de faire oui sans réfléchir, et après vous disiez « Oh, j'ai totalement oublié, mais il fallait absolument pas que je le supprime. » Bah non, c'est bon, en fait, il est dans la corbeille. Je vais laisser la caméra redémarrer. Donc voilà. Sur l'erreur utilisateur, j'ai envie de vous dire, il faut un peu de bon sens aussi parfois, mais il ne faut pas tomber dans le côté, on va les materner, on va essayer de tout leur expliquer, on revient un petit peu à ce qu'on a vu dans le level design, on veut surtout pas qu'ils se trompent. En fait, on se rend compte qu'ils vont beaucoup mieux apprendre en les laissant se tromper, mais par contre, il faut absolument leur donner toutes les clés et les empêcher de générer des erreurs qui sont graves. Si demain, vous pouviez supprimer toutes les informations qu'a le site des impôts sur toute la population française, ça serait dommage qu'il n'y ait pas au moins un petit bouton qui dit « Est-ce que tu es sûr, frérot ?» Ça pourrait être intéressant. Si c'est quelque chose que vous voulez creuser, je suis désolé, j'ai que des ressources en anglais pour celle-là, mais une vidéo qui présente quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo de sa vie, qui les découvre à, il me semble, 25-30 ans, qui du coup commet énormément d'erreurs, et comment apprécier la frustration. Donc là, on est au-delà de l'erreur, mais les jeux vidéo peuvent générer des trucs très bizarres chez les gens. On le savait, de toute façon. Je voudrais que vous vous rappeliez d'un truc. Un truc que vous avez vu relativement récemment, je dirais il y a une quinzaine de minutes, si mon timing n'est pas trop mauvais. Vous vous rappelez de cette chose où je vous disais que l'UX designer, il fait un truc, l'UI designer, il fait autre chose, il y a l'utilisateur au milieu, donc l'utilisateur, il voit le site Le Bon Coin en utilisant son clavier et sa souris. Je ne l'ai pas remis, mais j'aurais pu remettre les slides, vraiment non. En fait, la dure réalité des choses, c'est que même cette boucle-là était fausse. Des utilisateurs, vous le savez probablement, vous en avez plein de formes, et vous ne pouvez pas toutes les connaître. Des formes de contrôle, il y en a également plein. Vous allez avoir des utilisateurs qui ont un téléphone récent, des utilisateurs qui ont un vieux téléphone, des utilisateurs qui ont une plage braille, des utilisateurs qui n'utilisent pas leur souris. Vous ne pouvez pas le savoir. Et pour le render, j'ai fait un peu le test avec Le Bon Coin, j'espère que personne bosse là-bas, mais l'affichage desktop est nickel. Par contre, dès que je commence à essayer de venir appliquer des modifications moi-même, cet affichage ne fonctionne plus.
Bon, pour les gens que ça intéresse, c'est modification de CSS. Certaines personnes en situation de handicap font ça sur le web. Et vous avez certains utilisateurs, par exemple, qui n'ont peu, voire pas de vision périphérique, et donc qui vont devoir scruter le site bout par bout. Bref, on va parler un petit peu d'accessibilité, parce que je suis désolé, je ne veux pas du tout te voler la vedette, mais c'est aussi un peu mon dada. Et du jeu vidéo spécifiquement, je vais rappeler, histoire de le dire, que le RG2A, la réglementation sur l'accessibilité numérique, est en vigueur depuis 2019, va commencer à être sanctionné en 2025, mais ce n'est pas le but ici. Si je vous demande à quoi ressemble World of Warcraft, le MMORPG le plus connu, je pense, au monde, vous avez peut-être cette image en tête. Si c'est le cas, vous avez raison. Si vous avez cette image en tête, vous avez raison. Si vous avez cette image en tête, vous avez également raison. Je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais que ce soit l'habillage par défaut de World of Warcraft, le layout qu'utilise le streamer actuel où tous les trucs sont en tout petit en bas de l'écran, ou le mien qui rapproche beaucoup plus les icônes des personnages et qui utilise un mode sombre parce que je trouve ça plus agréable, chacune de ces interfaces permet de jouer au même jeu. Et ça va même plus loin que ça, puisque World of Warcraft permet non seulement de le personnaliser au sein du jeu, mais aussi de le modifier en utilisant des fichiers externes, ce qu'on va appeler un add-on. Donc par exemple, vous allez avoir des add-ons qui vont permettre de ne pas avoir à maintenir des touches appuyées et qui vont les maintenir à votre place, qui permettent à des joueurs qui manquent de dextérité de pouvoir quand même jouer au jeu. Ça va tellement loin qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de jouer à World of Warcraft uniquement avec leur visage, à savoir leurs yeux et leur bouche. Ça, c'est permis parce qu'on permet à des utilisateurs de la communauté de créer et de modifier des parties de ce jeu. Ça va tellement loin que maintenant, il y a même carrément du text-to-speech, donc ça veut dire que des personnes qui n'ont pas la parole ou qui ne veulent pas parler ou qui ont des difficultés peuvent écrire dans le chat et il va y avoir une voix qui va la restituer aux autres joueurs. Cette slide est là 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Il faut bien se rendre compte que... et je pense que les jeux vidéo sont en avance. J'ai l'impression que dans le milieu du jeu vidéo, les gens disent on est très en retard sur l'accessibilité, mais d'un point de vue extérieur, ils sont très en avance. Il y a des personnes aveugles qui jouent à Mortal Kombat. Il y a des personnes avec un handicap moteur qui sont joueurs pro Apex Legends, donc c'est un jeu très compliqué. À la première personne, il faut tirer sur des gens, utiliser des compétences. Quand je me suis connecté l'autre jour sur Legends of Runeterra, j'ai vu l'histoire d'un joueur qui était invité chez les développeurs pour créer une carte qui racontait son histoire. J'ai un petit peu l'impression, et bon, c'est peut-être aussi un petit peu le côté image de marque qui parle, mais typiquement chez Ubisoft, à chaque grosse sortie qu'ils ont, il y a tout un article sur les fonctionnalités d'accessibilité qu'ils ont mis en place. Je vais essayer de vous en présenter quelques-unes. Vu que j'ai jamais bossé dans l'industrie, je les ai totalement volés à Brian Algeier qui avait bossé sur le reboot de Spider-Man, parce que sinon je ne serais pas compétent pour vous dire ce qui est fait dans le jeu vidéo. Mais ce qu'il expliquait, c'était que on pouvait jouer sur différents paramètres pour permettre une expérience plus inclusive. Ce qu'il appelait la taille, par exemple le fait de pouvoir modifier des tailles de texte, des tailles de boutons, le fait de jouer avec les formes, qu'elles soient plus simples, plus compréhensibles, le fait de jouer avec les textures pour alléger l'environnement, le fait de jouer avec les couleurs pour qu'elles soient moins agressives ou percevables par les utilisateurs, et le fait de jouer avec l'intensité. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux d'horreur qui vous mettent un truc blanc d'un coup, mais ça fait mal. Il y a des utilisateurs qui ne supportent pas ça. Et en fait, ces paramètres, on peut les modifier. Et sa loi de Pareto à lui, c'était qu'en gros, si on jouait sur la taille du texte, si on permettait à l'utilisateur de remapper lui-même ses contrôles, si on mettait un mode daltonien et si on mettait des sous-titres lisibles, c'est important, on avait à peu près déjà tout fait. Je vais transformer ça un petit peu en règle web et logiciel. En fait, si vous permettez à l'utilisateur de modifier le texte et les couleurs, si vous permettez à vos utilisateurs de contrôler votre interface, peu importe les dispositifs qu'ils utilisent. Et si vous avez pensé, bien évidemment, à mettre des alternatives aux images, à mettre des sous-titres, des transcriptions, bref, oui, vous n'allez pas être bon au regard des normes, machin et tout, mais vous aurez déjà fait un grand pas en avant. Donc je vous encourage fortement de le faire.
Et c'est un truc que je retrouve dans quasiment tous les jeux auxquels je joue et dans peu de logiciels que j'utilise. Un réflexe de joueur PC, c'est d'ouvrir les options quand il arrive dans un jeu et d'aller tout modifier parce qu'il veut que son expérience elle soit comme ça. Dans quasiment tous les jeux qui sortent aujourd'hui, il y a un écran d'accessibilité avec des options fournies et qui, pour le coup, que je ne vois pas autre part que dans le jeu vidéo. Donc si vous êtes joueur ou joueur occasionnel, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les paramètres d'accessibilité, voir ce qui s'y fait, voir ce dont vous pourriez vous inspirer. Dans tous les cas, et c'est là que j'espère que je fais une bonne transition, vous ne pouvez pas deviner du contexte de votre utilisateur, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il utilise, comment il l'utilise et dans quel cadre il l'utilise. Donc le plus simple, c'est de tester, le plus efficace, et ça je pense que c'est vrai dans le jeu vidéo comme dans le web, c'est de faire des tests avec des personnes en situation de handicap pour voir vos problèmes d'accessibilité et redonner du contrôle à vos utilisateurs. Si vous éditez des logiciels, permettez à vos utilisateurs de les modifier. Alors, je me doute bien qu'il y a des contraintes de sécurité, mais pensez à After Effects, qui permet de créer des effets, mais qui ne permet pas spécialement de modifier l'interface. On est toujours contraint à l'interface After Effects. C'est dommage, on pourrait aller plus loin là-dedans. Donc voilà, testez, donnez du contrôle à vos utilisateurs et pensez aux 5 piliers de l'accessibilité. C'est tout pour moi. Merci. Je pense avoir tenu le timing. Si vous avez des questions... On peut prendre 5 minutes de questions. Je sais pas où est passé le micro. Ah oui, c'est vrai, il faut faire... Ils ont le micro, mais ça ne fait pas de... Oui. Est-ce que quelqu'un a déjà une première question ? Personne n'a de questions. Vraiment personne. Moi, j'ai une question, je l'ai peut-être laissé passer au début. Sur quoi tu travailles actuellement, du coup ? J'ai pas mal de clients et de projets différents. Je fais du consulting et de la formation en accessibilité numérique. Je bosse sur la conception d'une plateforme de gestion de contenu pour un centre de ressources sur le développement durable. Je bosse avec les transports... c'est pas Interrail le terme, mais métro, tram, etc. de Bruxelles. Voilà, je fais un peu de tout. Je fais de l'éco-conception, je vais démarrer des formations en école. Et j'accompagne la RATP, par exemple, en éco-conception. Voilà. C'est vrai que j'ai fait court. Pas de questions sur la conférence ? Personne ? Bon, bah moi, ça me va de laisser la main. Merci à toi. Merci. Que déjà, quelqu'un a déjà entendu parler de APF France Handicap. Qui a déjà entendu parler ? Qui a une personne, anciennement Association des Paralysés de France. Est-ce que ça parle plus déjà ? Pas du tout ? Ok. Alors, il faut savoir que du coup, APF France Handicap, on est une très vieille association. On existe depuis 1933. On compte près de 90 000 acteurs, dont 17 000 salariés. Et on a un service qui s'appelle le Tech Lab APF France Handicap, qui est le centre d'expertise numérique de l'association. Donc pour vous résumer, donc avec les différentes actions que vous pouvez voir ici, c'est donner aux personnes en situation de handicap le pouvoir d'innover en valorisant leur expertise d'usage, promouvoir la conception universelle dans tous les processus d'innovation, être facilitateur de projets innovants jusqu'au prototypage et la fabrication d'entreprises adaptées, promouvoir la conception universelle dans tous les processus d'innovation et se tenir à l'avant-garde des technologies innovantes pour les mettre au service de tous. Donc on a différents champs, on n'est pas que sur le jeu vidéo, voilà, pour que vous puissiez tout comprendre de manière globale, c'est vraiment le numérique dans son ensemble. Et depuis peu, avec du coup mon arrivée au Tech Lab, où ça fait moi 1 an que je suis arrivé dans ce groupe, mais ça fait du coup 4 ans que je travaille pour APF France Handicap, on essaye de développer tout ce qui tourne autour du jeu vidéo. Et notamment tout ce qui tourne autour du jeu vidéo accessible. C'est pour ça qu'un peu je vais vous montrer par la suite qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour compléter un petit peu l'intervention qui avait été faite avant, parce qu'il y a des réglages qui peuvent se faire dans les jeux. Mais parfois, les anciens jeux, souvent il y a des côtés rétro, il y a le côté un petit peu... on a envie de jouer à des vieux jeux qui étaient sur d'anciennes consoles où là, il n'y a pas ces paramètres qui sont présents. Donc comment on fait pour jouer à ces jeux-là ? Et même si
On a des jeux comme les tout derniers, typiquement God of War ou autres, qui sont vraiment un exemple au niveau d'accessibilité. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas jouer juste avec ces paramètres-là. Du coup, comment on peut faire? Donc sur l'équipe, on est une petite équipe, donc on est présent au niveau national. Donc avec voilà, vous pouvez retrouver l'équipe, c'était plus pour vous la montrer. Les services du Tech Lab, donc avec l'accompagnement de l'innovation, avec la co-conception, avec un accompagnement de démarches de co-conception des entreprises, sensibilisation à l'innovation inclusive, l'accélération avec l'accompagnement des startups sur les questions d'adaptation de l'innovation, conseil aux entreprises, analyse de marché et conseil expert sur les aides techniques, et enfin la recherche, donc recherche sur l'innovation inclusive. Avec veille et conseil. Bon, je ne vais pas vous refaire à chaque fois, vous aurez les slides si jamais vous voulez les consulter. Et le plus du service qu'on ne retrouve pas aujourd'hui en France, c'est que, comme je vous disais, on a un service qui fait principalement sur Tourcoing, où on est basé à Tourcoing, un travail de veille et de conseil, donc avec des ergothérapeutes, où on teste toutes les nouvelles technologies qui sortent et qui permettent d'avoir accès au numérique et aux jeux vidéo. Donc quand je dis numérique, c'est tablette, téléphone, ordinateur. Et donc tous ces matériels-là sont testés par des ergothérapeutes, et il y a des fiches techniques qui sont réalisées par ces ergothérapeutes, qui sont gratuites, accessibles à tous sur notre site, où l'objectif c'est vraiment de pouvoir renseigner au mieux l'utilisateur sur ces différents matériels. Et également, on a un service de prêt, où si jamais les personnes veulent le tester avant de l'acheter, parce que dans le milieu du numérique et également dans le jeu vidéo, il faut savoir que les adaptations coûtent relativement cher. Un peu moins là avec l'ère du temps, on en parlera aussi. Mais voilà, c'est quand même un investissement pour juste avoir accès aux jeux vidéo et au côté ludique. Hop, on va parler. Ok, on va rester là-dessus. Je vais faire un focus du coup maintenant sur vraiment le jeu vidéo, le jeu vidéo accessible. Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, été confronté à des personnes en situation de handicap dans vos métiers, dans votre profession? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, l'objectif là d'un petit peu de mon intervention, pour aussi vous expliquer, désolé, j'aurais dû commencer par ça, c'est vraiment d'échanger, de vous montrer également des différentes périphériques adaptés pour jouer aux jeux vidéo, et que par la suite vous pouvez tester. Donc là on pourra tester tout à l'heure typiquement Mario Kart avec les yeux, qu'avec les yeux, il n'y a pas besoin de contacteurs ou autre. Et également Elden Ring avec justement des contacteurs musculaires, où quand on va contracter un muscle, ça va déclencher une attaque, et voilà. Donc, on va voir tout le processus de A à Z sur comment on fait pour jouer comme ça. Donc déjà un petit peu partir de votre expérience. Est-ce que vous avez été déjà confronté face à des personnes en situation de handicap ou pas du tout? Jamais. Personne. Ok. Ok. Et comment ça s'est passé par la suite? Ça a impacté ou pas ton travail ou pas du tout? Ok. Ok. Ouais. Ok. Du coup, c'est mieux du coup s'il y a déjà eu d'expérience auprès de personnes en situation de handicap, mais ça peut être intéressant. À votre avis, par quoi on commence quand on se retrouve face à une personne qui est en situation de handicap, qui vous dit je n'ai pas accès ou je ne peux pas jouer correctement à ce jeu-là? Quel serait votre premier réflexe comme ça que vous auriez à lui dire? Comment vous, votre côté, vous pourriez l'accompagner? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Comment vous voyez ça? Identifier les points bloquants d'abord. Ok. Ouais, ça peut être... Demander, tu peux pas jouer, mais qu'est-ce qui fait que tu peux pas jouer? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Souvent, il vous le dit. Souvent, quand vous êtes confronté, c'est clairement, il vient vous dire, je veux jouer par exemple à Fortnite, mais je ne peux utiliser que la main gauche, la main droite. Il y a pas mal de jeux aujourd'hui, il y a une multitude de jeux qui existent, c'est très dur de pouvoir tout sourcer. Mais le premier
réflexe basique, c'est de jouer de manière, entre guillemets, classique au jeu. C'est typiquement pour l'accompagner, pour connaître déjà les touches, le nombre de contacteurs qu'il faut utiliser, les difficultés qu'on peut rencontrer dans le jeu pour être en mesure de l'accompagner au maximum. C'est vraiment ça qu'il faut partir. C'est pour ça que je vous ai ramené, hop, pour vous présenter. Est-ce que vous avez déjà, ça vous dit quelque chose ou pas du tout, si vous n'avez jamais été confronté? Il y en a qui l'ont déjà vu. Ok. Ouais. Ok. Tu l'as vu dans quel contexte? Alors, je l'ai déjà vu. Ouais. Mais je ne me rappelle pas du tout dans quel contexte, c'est peut-être sur Internet. Ok. Ça ressemble à la manette qu'a fait Steam. Est-ce que c'est là où on utilise le pouce au lieu Non. d'utiliser Ok. Alors, pour vous montrer, donc il y a pas mal de petites choses, je pense, qui aujourd'hui vous n'allez pas connaître, mais c'est parfait. Ou ce qu'on appelle, c'est le XAC, on appelle ça le XAP, l'Adaptive Controller, du coup manette adaptée de Xbox, où ça a été vraiment la première manette adaptée qui est sortie pour le grand public. Avant, il faut savoir, du coup, ça existe depuis ça, je pense, je ne sais plus si tu as la date exacte, mais je dirais... Ouais, c'est 7 ans. Il faut savoir que l'accessibilité dans le jeu vidéo est vraiment très récente et se travaille encore. Typiquement, aujourd'hui, la semaine dernière, Sony a sorti sa première manette adaptée. On est en 2023, on arrive en 2024. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. Et donc voilà, ça c'est vraiment la première manette adaptée, commerciable, qui est sortie. Donc aujourd'hui, on peut la trouver sur les différents grands groupes, boulangers ou autres, qui travaillent là-dessus. Et donc, la particularité de ces manettes-là, c'est que comme ça, on pourrait se dire c'est assez limité. On n'a que 2 gros boutons, A et B. Sauf que derrière, sur le côté, on peut remplacer n'importe quelle touche par des contacteurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour émuler un saut, on peut tout à fait imaginer de remplacer par un contacteur où il faut appuyer dessus. Voilà. Ou typiquement, comme vous avez pour ceux qui veulent le tester, pour actionner une touche, contracter un muscle pour pouvoir actionner l'action dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment un outil, je pense, primordial auprès des différentes personnes en situation de handicap, beaucoup long. Parce que, pareil, on parlait, je crois dans ta présentation tout à l'heure, tu parlais de pouvoir brancher des manettes adaptées ou autres directement au jeu. Mais parfois, il y a des jeux qui bloquent ces contacteurs-là. C'est aussi tout le travail qu'on doit faire, c'est comment les développeurs, les personnes qui créent des manettes adaptées, parce que les grands noms de l'industrie développent ce qu'on appelle des hubs aujourd'hui dans l'accessibilité, mais tout ce qui gravite autour, tous les contacteurs qu'on peut retrouver, que ce soit, comme je vous disais, des contacteurs musculaires, des contacteurs microsensibles où il faut juste appuyer, ça, c'est pas les grosses industries qui les fabriquent, c'est typiquement souvent des boîtes indé, où là, on peut retrouver un joystick classique qui est développé par Andy Gamer, HitClick, si certains connaissent aussi, qui sont relativement connus. On n'est pas beaucoup à être dans l'univers du jeu vidéo et du handicap, mais où c'est une manette, un joystick typiquement adapté, où on peut remplacer, là vous voyez une boule, ou derrière on peut la diviser et remplacer par quelque chose de plus grand ou autre. Voilà, il y a tout ça qui existe. Et je voulais également vous parler, donc là ça va être pareil, si jamais vous avez des questions ou autres pendant la présentation, n'hésitez pas, vraiment l'idée c'est vraiment qu'on a un échange là-dessus. Ouais. Question, du coup, tu présentais la manette. Ouais. J'imagine que ça doit avoir un certain coût. Ouais. Tu as acheté ces manettes, etc. Comment ça se passe? C'est quoi les gammes de prix? Est-ce que ça reste quand même assez accessible en termes d'investissement? Ouais, alors il faut savoir aussi que quand on est en situation de handicap, on peut recevoir des aides, notamment par la MDPH. Aujourd'hui, ces aides commencent à être reconnues pour avoir accès à ces manettes-là. Comme tu le disais, au niveau du prix, c'est bien d'en parler maintenant. À votre avis, combien ça coûte? Comme ça. Plus l'exemple, on va dire une manette classique aujourd'hui, si on veut l'acheter à Xbox, ça tourne autour de, pour vous donner un ordre d'idée, autour je dirais, de 70, vraiment si on veut une bonne manette ou autre, 70 €. À votre avis, celle-là, combien elle coûte? 100, 200, il y en a qui pensent 200, il y en a qui pensent plus que 200? 300. Alors celle-là, vous pouvez la retrouver sur le marché autour de 100 €, d'occasion un peu moins, mais c'est la moins chère du marché. Clairement, il y a la manette, du coup, comme je vous disais, je ne l'ai pas ramenée, je suis désolé, la manette Sony qui est sortie la semaine dernière, qui coûte 99 €.
c'est un coût. Du coup, là, l'idée, c'est aussi de faire prendre conscience que pour les personnes en situation de handicap, quand on veut jouer aux jeux vidéo, il faut rajouter des coûts qui ne sont pas forcément du coup remboursés. C'est aussi ça l'enjeu. Il y a aussi, hop, je l'ai, j'ai juste oublié. Hop, il y a le même modèle. Il y a le même modèle qui est sorti il y a, je dirais, 2 ans maintenant, qui est développé par Ori, si certains connaissent, qui est validé par Nintendo. Donc il y a le logo Nintendo, mais c'est pas validé par Nintendo. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'implication aussi des grands groupes qui travaillent et s'investissent dans ce milieu-là, où aujourd'hui, clairement, ils commencent à avoir un marché pour les grandes boîtes. C'est souvent ça qui fait qu'ils mettent un pas dans ce milieu-là. Ça c'est une manette Ori qui est sortie il n'y a pas longtemps, avec le même principe, où là, contrairement à l'autre manette, d'un point de vue, utilisation est beaucoup plus pratique, où là, ici, on n'a que 2 boutons. Ici, on retrouve tous les boutons d'une manette Switch directement sur la face, et le même principe, tous les boutons d'une Switch qu'on peut remplacer par des contacteurs. Bien sûr, on ne peut pas connecter cette manette-là sur une Xbox, parce que c'est pas la même marque. C'est ça aussi qui est dommage dans ce milieu-là, c'est que il y a encore un petit peu de guéguerre où logiquement une personne en situation de handicap devrait juste avoir acheté cette manette-là pour pouvoir jouer sur PC, Xbox, Nintendo, ça suffirait. Mais non, si par exemple une personne veut jouer sur PC ou sur Switch, du coup elle est un petit peu obligée d'acheter les deux, sauf si aujourd'hui il existe des adaptateurs qui permettent de brancher l'une à une autre console, mais c'est un coût en plus. Voilà, on revient là-dessus. La spécificité de cette manette-là, tout à l'heure je vous disais que vous allez pouvoir tester du coup Mario Kart qu'avec les yeux, c'est qu'on peut émuler des touches à l'écran. Donc c'est... je vais essayer de vous montrer l'interface. Non, c'est Flex. Hop. Alors, le plus de cette manette-là, c'est qu'on peut, à l'aide d'un driver qui est intégré à la manette, où là, vous voyez bien l'écran, où il y a différentes touches. Donc, il y a la touche ZL, il y a la touche A, que j'ai superposée avec la touche joystick, mais où... Dès qu'on va regarder justement l'écran grâce également à Tobii Eye Tracker, on en parlera de la commande oculaire, dès qu'on va regarder cette action-là, l'action va se dérouler également dans le jeu. Donc après, c'est à nous de régler la durée du regard, la zone aussi du joystick. Là, on a mis tout l'écran. Est-ce qu'on règle plus ou moins voilà. Mais c'est pour vous montrer que ça existe. C'est des choses comme ça qu'on pense pas forcément. Nous, l'idée, c'est vraiment de montrer que il y a différentes solutions pour jouer aux jeux vidéo. Est-ce que du coup cette solution-là déjà vous la connaissiez ou pas du tout? Vous saviez qu'on pouvait émuler des choses comme ça sur écran ou pas du tout? Ouais. Ok. Écoutez, est-ce que j'ai tout? Est-ce que déjà il y a d'autres questions sur cette partie-là ou pas du tout, sur la partie accessibilité, par le prix? Est-ce que j'en sais rien, sur des jeux spécifiques ou autres, même dans votre propre utilisation au niveau professionnel? Est-ce que, je sais pas, il y a des choses qui vous viennent ou pas forcément? Ouais. Est-ce que du coup, je me doute que du coup, le fait de devoir utiliser des manettes qui sont adaptées, est-ce que sur les jeux, il y a des enjeux de rapidité? Ouais. Ils ont du coup un désavantage ou ça leur garantit d'être sur le même niveau que les autres jeux classiques? Alors du coup là on va rentrer dans plus la thématique de ce qui est performance, qui est pas forcément que sur des jeux de rapidité. Moi souvent l'exemple que je prends c'est dans le milieu de l'e-sport, où du coup là c'est vraiment la performance qu'on veut avoir. Alors comme je disais, aujourd'hui il y a très peu de personnes valides qui connaissent ces différents moyens de jeux vidéo. Typiquement, là te dire qu'on peut émuler une touche à l'écran au lieu d'appuyer. On fait différents salons, différentes conventions, on côtoie différents créateurs de contenu, très peu le connaissent. Aujourd'hui, on n'est pas encore confronté à la situation où un joueur en situation de handicap va, avec les adaptations, pouvoir être plus performant qu'un joueur valide.
Cependant, cette question-là va arriver. Du coup, c'est tous sur comment on classe, entre guillemets, ces catégories-là. Typiquement avec le sport, où il y a une catégorie handisport, une catégorie valide. Dans le jeu vidéo, ce qui, du coup, est bien, c'est que derrière un écran, on ne sait pas si la personne est en situation de handicap ou non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera lors de cette situation-là où une personne sera plus performante qu'un autre joueur. Et du coup, là, pour répondre à ta question, après, c'est aux professionnels du coup, qui accompagnent ces jeunes-là, donc souvent les ergothérapeutes ou autres corps de métier, de trouver le contacteur le plus facilitant possible pour la personne. Donc voilà, parce qu'il existe différentes formes de contacteurs vraiment... on ne pourra pas les lister, mais comme je disais, il y a des contacteurs musculaires qui existent. T'en parlais tout à l'heure, où cette année, le gagnant du concours Lépine, du coup Valentin Squirello, développe une interface pour pouvoir jouer avec les émotions du visage. Typiquement, quand on fait un O avec la bouche, ça va émuler la lettre O directement dans le jeu, on peut rediriger avec la tête. Voilà, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent, mais comme je le disais, on est encore au début de l'adaptation au niveau du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Est-ce que les adaptations, elles viennent plutôt du monde du PC, de l'utilisation classique d'un ordinateur, et ça vient vers le jeu vidéo, ou est-ce que les ponts se font dans les deux sens, ou plutôt... Est-ce que tu peux préciser avec un exemple ? Par exemple, un outil qui va permettre juste de chercher sur Internet va être par la suite adapté pour permettre de jouer aux jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des ponts qui se font comme ça ? Ouais. Tout à fait. Ça va dépendre aussi des fabricants. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais oui, c'est possible. Typiquement, il y a un logiciel qui permet d'émuler avec un joystick une souris. Voilà. Donc, par exemple, une personne en situation de handicap va pouvoir garder sa manette ou un joystick pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et en même temps émuler justement pas avoir besoin d'avoir une souris supplémentaire. Voilà. Mais ça, comme j'en parlais au début, ça va dépendre aussi la marque qui accepte. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de limites dans ce milieu-là, parce que il y a une question de marque. Si jamais ça existe, pourquoi eux ils le feraient pas ? Enfin voilà, c'est encore un peu cette question-là. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience sur la prise en main justement de cette solution ? Est-ce que c'est dur à prendre en main au début ? Est-ce que ça se fait aussi simplement qu'avec nous, avec les contrôleurs classiques, on va dire ? Est-ce que tu as des retours d'expérience par rapport à ça ? Comparé à une personne valide, tu veux dire ? Ou comment on prend en main justement les... C'est ça ? Comment on prend en main ? Ouais. Prenez votre expérience. J'ai envie de dire, c'est toujours partir de vous, ce que vous allez pouvoir ressentir là, comme je vous dis, vous allez pouvoir tester tout à l'heure. Ce qui est très dur, c'est que, comme je le disais, beaucoup de personnes ne connaissent pas tous ces matériels adaptés. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des personnes en situation de handicap qui jouent de manière classique, mais qui, au bout d'une demi-heure, 20 minutes, nous disent « Ah, je commence à avoir mal, etc. » Le plus dur, c'est vraiment de tout déconstruire à la manière de jouer, parce que c'est des manettes qui vibrent pas, il n'y a pas la même sensation, il n'y a pas la même, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est pour ça qu'on intervient de plus en plus tôt aussi nous auprès des personnes, parce que pour sensibiliser justement ces personnes en situation de handicap sur le matériel. Donc c'est forcément plus dur parce que c'est un réapprentissage. On est obligé vraiment de tout déconstruire, même si on peut être un joueur vraiment aguerri, être très très fort sur un jeu, c'est vraiment une manière de jouer tout à fait différente. C'est comme passer pour ceux qui jouent un petit peu de clavier-souris à vraiment console, à manette pardon. C'est une mécanique tout à fait différente, c'est pas la même réactivité. Voilà, c'est tout ça qui à prendre en compte. Donc après c'est pareil, c'est à nous, professionnels, aux personnes qui développent les jeux. C'est pour ça qu'aussi on va y venir. C'est aujourd'hui dans les développeurs de jeux vidéo. Ça commence à arriver, là, il y a eu le dernier Spider-Man qui est, pareil, un exemple d'accessibilité dans le milieu, mais voilà, c'est assez récent. Souvent, les personnes pensent que si on travaille sur un sujet que sur l'accessibilité, ça va servir que pour les personnes en situation de handicap. Clairement, pas du tout. L'exemple le plus flagrant, c'est, est-ce qu'il y en a qui jouent à Fortnite ? Pas du tout, personne ? Ok, tant mieux. Tant mieux. Dans Fortnite, est-ce que déjà tout le monde connaît Fortnite ? J'ai peut-être dû commencer par... Ok, voilà, c'est pour résumer, c'est un Battle Royale. Donc pour faire simple, il y a 100 joueurs qui arrivent sur une map et il y a un seul gagnant à la fin. Le but, c'est de tirer sur les adversaires, donc avec des armes. Voilà, c'est un petit peu ça le principe pour résumer vraiment le jeu assez basiquement. Ils ont intégré dans Fortnite une option d'accessibilité qui permet de voir d'où viennent les tirs.
qui est arrivé que très récemment, mais qui est à la base développé pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était à la base que pour ce public-là. Ils pensaient que ça allait servir que pour ça. Au final, ils se sont rendus compte 2 semaines après que 80% des joueurs, donc de manière globale, hein, avaient activé cette option-là. Parce que ça améliorait leur performance. Donc voilà, il faut souvent se enlever la barrière ou la pensée de se dire si on développe quelque chose pour les personnes en situation de handicap, ça va leur servir que pour ce public-là. Souvent, ça sert pour éventuellement les personnes valides. Autre exemple que je prends dans la vie courante, la télécommande de la télévision, à la base, c'était développé pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, beaucoup sont contents d'être dans leur canapé et de pouvoir changer de chaîne comme ça, maintenant avec les téléphones, tout ça. Mais voilà, à la base, d'innovations qui ont été développées pour ce public-là, qui servent pour le grand public. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Ouais. Est-ce que les constructeurs essayent de freiner parce que ça peut être considéré comme de la triche? Ou est-ce que les systèmes anti-triche font que ça, c'est plus difficilement... c'est plus difficile. Pour l'instant, on n'est pas confronté, on n'a pas forcément de développeurs qui bloquent ces choses-là parce que le monde de l'accessibilité prend de plus en plus de place et du coup, ça serait vraiment mettre un frein dans ce milieu-là en disant non, toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas avoir accès à ça. Après, certaines marques bloquent l'utilisation de certains périphériques qu'on appelle contacteurs, comme Xbox qui commence à travailler sur leurs propres contacteurs qui réactent leur manette. C'est-à-dire que tous les autres contacteurs développés par les autres personnes ne seraient plus compatibles directement avec ça. Ouais, c'est vraiment tout nouveau dans le milieu. Comme je vous dis, on est vraiment, c'est tout récent. Il y a de plus en plus d'actions qui prônent ces développements pour les personnes en situation de handicap, mais on est vraiment qu'aux prémices de ce milieu-là. Oui. On parlait du X tout à l'heure, chaque personne vit des expériences, etc. Et notamment, les personnes en situation de handicap utilisent des manettes ou des devices qui sont complètement différents. Ouais. Est-ce que eux aussi c'est plug and play? Je veux dire, nous aujourd'hui on allume la télé, on prend la manette, paf, on peut jouer directement. Est-ce qu'il n'y a pas un temps d'adaptation où en fait ils doivent tout configurer? Au final ça dénature l'expérience avant même de jouer aux jeux vidéo ou avant même d'utiliser le produit ou le service en question? Ça va dépendre des développeurs. Il y a des développeurs qui, par exemple, on va brancher un contacteur qui va nous permettre de pouvoir régler la force qu'il faut mettre dans le joystick. Mais le plus souvent, oui, parce que c'est le plus pratique, c'est du plug and play, typiquement, où la personne ne peut pas décider qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est aussi se poser la question sur tout ce qui est développement, parce que ça a un coût. Forcément, l'une des raisons, c'est que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de pouvoir juste mettre un plug and play que de développer une interface qui permet justement de développer tout ce qui est force de revient, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interrogations sur ce milieu-là? Ouais. Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que souvent on est appelé par des professionnels, par des structures, donc où il y a 50 personnes en situation de handicap. Et donc nous, on répond à des personnes en direct, mais on a une grosse partie aussi où on est appelé par des professionnels parce que les personnes en situation de handicap, pour les pathologies les plus lourdes, sont souvent en institution, malheureusement. Et si une personne veut jouer de manière adaptée, faut quand même brancher. On n'y pense pas, mais mine de rien, pouvoir brancher un contacteur, pouvoir le régler, pouvoir tout ça, il faut toujours un accompagnement en plus. Du coup, on travaille beaucoup avec des professionnels pour justement nous former, ces professionnels-là, à accompagner les joueurs qui nous sollicitent. Donc on fait une double réponse. À chaque fois, c'est pas de laisser le joueur en disant par exemple, un exemple classique, j'aimerais jouer à Mario Kart, je peux utiliser qu'une main. Si on va le voir en disant que il y a ça qui existe, peut utiliser ça plus manière classique, s'il n'est pas accompagné par la suite, il pourra rarement jouer tout seul, parce qu'il y a forcément besoin d'accompagnement. Du coup, c'est aussi comment on forme et on accompagne et on sensibilise surtout les professionnels qui travaillent avec eux. C'est une grosse partie, mais donc après ça dépend de la pathologie, ça dépend du jeu, ça dépend de plein de choses, quoi.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique-là? Donc comme je vous dis, hein, l'objectif, moi après, c'est ceux qui veulent la tester avec le temps qui arrive, de pouvoir vous faire essayer. Donc comme je disais, Mario Kart avec les yeux, Elden Ring avec les contacteurs musculaires. Et pareil, je reprécise que du coup, au nom d'APF France Handicap, ça fait 1 an qu'on travaille justement sur cette thématique-là. Si jamais vous voulez développer ou ça vous intéresse, vous interroge la partie du handicap, sachez qu'on est sur le territoire. On est une association nationale, on peut intervenir partout en France. Donc si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils, voilà, on peut être là et je suis disposé à en parler avec vous par la suite volontiers. Voilà.